vous trouverez beaucoup de monuments importants que nous vous présentons sous la forme d'un itinéraire. Piazza Plebiscito est dominée par la colline de Pizzo Falcone, qui a été le berceau de Naples. Au centre de la colonnade en forme d'hémicycle apparaît la silhouette du Panthéon romain, qui est en réalité l'église San Francesco di Paola. Ferdinand IV la fit édifier pour marquer son retour au pouvoir après l'intermède français, et il précisa même que la hauteur de la coupole ne devait pas dépasser celle du Palais Royal. La façade présente à gauche une statue de saint François de Paule, à droite de saint Ferdinand de Castille et au sommet une statue de la religion. Entrons maintenant dans l'église. Le diamètre du corps central est de 34 mètres. Les 34 colonnes en marbre sont imposantes et leurs chapiteaux corinthiens sont décorés avec le lys des Bourbons. Admirons l'autel majeur réalisé en porphyre, décoré de lapis-lazuli et de pierres d'agate. Lorsque nous sortons de l'église, la place est bordée à gauche par le palais Salerno et à droite par le palais du gouvernement. En descendant en direction du palais royal, nous passons entre les statues équestres de Charles III de Bourbon et de Ferdinand Ier des Deux-Siciles. La place est fermée par l'immense façade du Palazzo Reale. Le palais royal possède 3 ordres superposés, dorique, ionique et corinthien. La construction du palais royal fut ordonnée par le vice-roi espagnol et commencée par l'architecte Domenico Fontana au début du XVIIe siècle. Le palais royal a été construit durant la domination espagnole, puis restauré suite à un incendie. Le palais fut aussi la résidence des Bourbons. Le roi d'Italie fit ajouter dans les niches les statues des personnages qui régnèrent à Naples. En commençant de gauche à droite, Roger le Normand, Frédéric II le Souabe, Charles Ier d'Anjou, fils de Louis VIII et frère du successeur de Louis IX, Alphonse V d'Aragon, Charles Quint d'Habsbourg, Charles III de Bourbon, Joachim Murat, beau-frère de Napoléon Bonaparte, car il avait épousé Caroline, il était aussi maréchal de l'Empire, et Vittorio Emanuele II. Il ne fut pas roi de Naples, vu l'annexion du règne au nouveau règne d'Italie. Les salles les plus importantes à visiter sont celles de l'appartement historique, dont le petit théâtre, la salle du trône, la chapelle royale, les salles des ambassadeurs, le salon de la reine, le cabinet de travail de Ferdinand II et la salle de bal. Vous pourrez admirer de magnifiques vases, des horloges, des tableaux, de superbes plafonds, des revêtements uniques. Remarquez aussi la finesse des décors sur les portes. Il faudra aussi que vous admiriez la Bibliothèque nationale Vittorio Emanuele III, à laquelle on accède par les jardins situés sur la gauche, après la cour principale du Palais Royal. Au printemps 2019, les jardins du Palais Royal donnant sur le port ont été réaménagés et ouverts pendant quelques mois au public. À la fin de la visite du Palais Royal, nous pouvons aussi visiter le Mémus, dont l'entrée est à la base de l'escalier monumental du Palais Royal. Le Mémus est le musée qui conserve les archives historiques du Teatro San Carlo. En sortant du Palais Royal, vous pouvez essayer de traverser la place les yeux bandés et de passer entre les 2 statues équestres, comme l'ont essayé des prisonniers du temps de la reine Marguerite afin d'avoir la vie sauve. Aucun d'entre eux n'y est parvenu.
siamo dietro, eh? Maintenant, nous nous dirigeons vers le palais Salerno, situé à droite. Au coin de la place Trieste-Trento, nous admirons la façade du Gambrinus, célèbre salon de thé où nous devons entrer pour prendre un café. Sur la façade, parmi les inscriptions, nous pouvons lire la douce poésie de Antonio de Curtis, bien mieux connu sous le nom de Totò, qui s'adresse aux amoureux. Cette poésie s'appelle Acunzenia. La traduction: le soir, quand le soleil se couche et passe le témoin à la lune pour la nuit, il susurre à son oreille: je vais à la maison, prends soin de tous les amoureux. Quand nous entrons dans le Gambrinus par la porte principale, à côté de la caisse, sur le côté gauche, nous serons étonnés de voir cette grande cafetière pour le café suspendu. Si un client le désire, il paye un café suspendu pour qui n'a pas les moyens de se l'offrir. Nous devons jeter un coup d'œil sur le salon de thé situé sur la gauche, admirer les décors, les nombreux gâteaux, sfogliatelle, baba, zeppole, du salon qui est situé sur la droite en entrant. En sortant du Gambrinus, la rue située à gauche est Via Chiaia, une rue commerçante qui est un raccourci qui nous mènera à la promenade en bord de mer de Via Caracciolo. Le Gambrinus donne sur Piazza Trieste-Trento, qui correspond à la fin de Via Toledo et qui fut rebaptisée ensuite Via Roma de 1870 à 1980 en l'honneur de la nouvelle capitale de l'Italie unifiée. Au centre de la place, remarquons la fontaine de l'Artichaut. Cette fontaine a été édifiée en 1956 grâce à Achille Lauro, qui fut maire de Naples, mais avant tout un célèbre armateur. Elle porte ce nom de fontaine de l'Artichaut, vu la manière dont l'eau surgit de la corolle d'une fleur et ressemble ainsi à un artichaut. La place est aussi bordée d'un côté par l'église San Ferdinando. Mais en empruntant via San Carlo, nous passons devant le théâtre San Carlo, construit sous Charles III et remanié à de nombreuses reprises. La salle est décorée d'or, d'argent et de velours rouge. La voûte de la salle représente Apollon qui présente à Minerve les plus grands poètes, tandis que face à la scène trône la loge royale. Stendhal décrivait le San Carlo ainsi: folie, torrent de peuple, salle éblouissante. Si vous avez l'occasion, assistez à un spectacle, un ballet ou un opéra afin de découvrir la salle illuminée. Si vous pouvez, rendez-vous à une première, vous serez enchanté de votre soirée. Face au San Carlo, la merveilleuse galerie Umberto I a été construite en 1887. Elle rappelle la galerie Vittorio Emanuele de Milan. Paul Boubet a créé la coupole en fer et en verre qui s'élève à 57 mètres. Au centre de la croisée, sous la coupole, nous marchons sur la rose des vents qui est entourée par les 12 signes du zodiaque. Il faut chercher notre signe et se positionner sur le rond correspondant au signe. Faire 3 tours sur soi-même, puis exprimer un vœu. Sous la galerie, il est difficile d'imaginer que dans le Salone Margherita se déroulent des spectacles variés, dont certains sont interprétés entre autres par Luciano Capurro de la compagnie Napoli Incanto et qui est l'arrière-petit-fils de Giovanni Capurro qui a créé O Sole Mio.
En sortant du salon, lorsqu'il est ouvert, car il n'est ouvert que pour des événements exceptionnels, il faut rejoindre et longer les jardins du Palais Royal, dont le portail est dominé par les 2 chevaux en bronze offerts à Ferdinand II par le tsar Nicolas Ier. C'est ainsi que nous arrivons devant la façade du Castel Nuovo, dit aussi Mascuangioino, fondé par Charles Ier d'Anjou et édifié par Pierre d'Agincourt, l'architecte de Charles Ier d'Anjou, de 1279 à 1282, suivant le modèle du château d'Angers. Il fut aussi la résidence des princes aragonais qui ont apporté des modifications au milieu du XVe siècle. Si vous êtes attentif, sur les côtés, vous remarquerez aussi des détériorations remontant apparemment à la Seconde Guerre mondiale. L'arc de triomphe par lequel nous accédons à la cour rappelle la victoire d'Alphonse Ier sur René d'Anjou. L'arc inférieur est décoré par un bas-relief qui représente le triomphe d'Alphonse Ier qui entre, entouré de la foule napolitaine. Dans la cour, nous arrivons à la chapelle palatine où se déroulent des expositions temporaires, tandis que le grand escalier mène à la célèbre salle des barons dont la voûte est absolument superbe. C'est dans cette salle que se tient le conseil communal. Depuis la terrasse, nous découvrons une vue imprenable sur le port et sur le Vésuve. Lors d'une autre vidéo, nous découvrirons d'autres monuments proches de Via Toledo. Nous vous remercions pour votre attention. Nous vous invitons à vous inscrire à notre chaîne YouTube Naples Fantastique et à visiter également notre site naplefantastique.com.